mouvement appropriation et usage pour une vision terrain. Parce que on insiste toujours pour dire le numérique en santé, c'est avant tout aujourd'hui une réalité. Et ce qui nous intéresse, c'est quelle est cette réalité. Installez-vous comme vous voulez. On va mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez aussi vous voir. Non, moi je vais rester derrière. Moi je suis. Mais que vous puissiez vous voir. Et voilà, c'est parfait. Si vous avez besoin d'eau, elle est là. Donc, je vais peut-être aller en chercher un petit peu au cas où. Et je vais commencer par vous laisser vous présenter peut-être, en commençant. Alors, on est à la mêlée, hein, donc on va utiliser les prénoms. Mais du coup, voilà, Nadège, est-ce que vous voulez commencer? Pas de souci. Donc, je suis Nadège Morales, je suis responsable de services d'aide et d'accompagnement à domicile, de services de soins infirmiers à domicile, des équipes spécialisées Alzheimer, de centres de ressources territoriales et d'un habitat inclusif, tout ça dans le Tarn pour Vive 3 Terre Doc. Voilà, une entreprise qui fait de l'économie sociale et solidaire qui fait partie du groupe Vive. Voilà. Merci. Caroline. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Caroline Faure. Je suis en charge de l'activité santé du cabinet de conseil Aurésis. Donc, pour nous, la santé, c'est à la fois les établissements de soins, mais pas que, aussi les EHPAD, la biologie médicale, donc les laboratoires de ville que vous connaissez sans doute tous, l'industrie de la santé à domicile, et puis les payeurs aussi, mutuelles, assurances. Le métier d'Aurésis, c'est l'accompagnement de la transformation. Et pour la santé en particulier, on travaille on passe du temps sur la transformation digitale, sur la transformation data IA et aussi sur l'accompagnement managérial. Merci. Baptiste? Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Baptiste Pinel, je suis oncologue radiothérapeute au sein du groupe Orion. Le groupe Orion, c'est un regroupement de médecins et de personnel de santé exerçant l'oncologie médicale et la radiothérapie sur divers sites de l'agglomération toulousaine et sur un centre à Montauban. On est une 150aine salariés et on a d'ailleurs notre directrice opérationnelle Stéphanie Garriquiera ainsi que notre directrice des ressources humaines Sylvie Brouat, et donc on a en charge on va dire quasiment la moitié des patients traités pour un cancer dans la région, l'autre moitié étant traités dans les centres publics. Merci. Giovanna. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me sens un peu petite, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je suis Giovanna Marsico et je dirige le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Vous vous demanderez qu'est-ce qu'il a à voir le Centre national des soins palliatifs de la fin de vie dans un contexte numérique, parce que c'est assez antinomique de penser à une population si vulnérable que celle de la fin de la vie avec tout ce qui est innovation et technologie. Et pourtant, on verra bien ensemble que des usages existent et que des enjeux existent pour permettre à cette population, qui est quand même assez nombreuse, de pouvoir profiter d'une meilleure coordination, d'une meilleure autonomisation, d'une meilleure connaissance. Et voilà, et ça sera l'objet de cette table ronde. Lors de l'introduction de la journée ce matin, Dominique Pont parlait justement de l'importance de l'humain. Et plus on avançait dans la technologie, plus c'était l'humain qui allait faire la différence. Donc justement, c'est aussi ce qu'on va aborder aujourd'hui à travers cette question. Le numérique a-t-il révolutionné le parcours de santé complexe? Quand on parle de parcours de santé complexe, on parle quand même de patients qui ont des multipathologies, qui ont parfois des situations sociales compliquées, des situations d'isolement. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Et donc on va aborder cette question-là sous tous les angles, hein, vraiment l'angle médical de la prise en charge, mais aussi l'angle de la qualité de vie, parce qu'il ne s'agit pas de vivre, il s'agit aussi de vivre bien, et jusqu'à la fin, vivre bien. Donc voilà, c'est ce qu'on va aborder. On va commencer par la qualité de prise en charge. Alors, Baptiste, vous avez parlé d'une modification de la prise en charge de A à Z. Oui, effectivement, je pense que le numérique a changé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on en a discuté en préparation de cette réunion. J'avais pris l'exemple d'application de suivi des symptômes que vous connaissez déjà en cancérologie. Ça a considérablement changé les choses.
J'ai pris l'exemple d'une étude qui a été faite par un Français, Fabrice Denis, qui est oncologue radiothérapeute au Mans, qui a publié une étude en 2019 dans le JAMA, qui est une grande revue médicale, qui a démontré qu'en suivant les patients atteints de cancer bronchique à l'aide d'une application où le patient rentrait ses symptômes, le fait que le patient puisse rentrer des symptômes pouvait déboucher sur des consultations anticipées. Et ça, on a montré qu'avec simplement l'utilisation de cette application, les patients vivaient plus longtemps. Les patients qui n'utilisaient pas l'application vivaient en moyenne 14 mois. C'est des patients suivis pour un cancer du poumon. En 2019, on n'avait pas encore tous les traitements disponibles aujourd'hui. Donc les patients sans application vivaient 14 mois. Les patients qui avaient l'application vivaient 22 mois. Donc le fait même d'utiliser cette application avait un impact thérapeutique tout aussi important que pouvait l'être la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Et l'application elle-même était un traitement du cancer. Et ça, c'est une vraie révolution, oui. Alors là, merci, on a l'exemple du cancer. Caroline, vous avez vu aussi, cet impact sur des maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu ? Oui, tout à fait. En effet, un autre domaine dans lequel la transformation digitale a beaucoup impacté, c'est la prise en charge de certaines pathologies chroniques, en tout cas en France. Ça permet en fait un suivi à domicile beaucoup plus fin, beaucoup plus efficace. Les patients sont plus sereins, plus rassurés. Les professionnels sont beaucoup plus réactifs parce qu'ils sont au courant plus tôt de l'évolution de la pathologie. C'est le cas, je vais prendre l'exemple de l'apnée du sommeil, qui est quand même pathologie assez méconnue paradoxalement, alors qu'elle touche 3 à 4% de la population mondiale. La particularité de l'apnée du sommeil, c'est que sa prise en charge et le remboursement de sa prise en charge a été complètement transformé il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, les prestataires de santé à domicile, pour pouvoir être remboursés de l'accompagnement qu'ils mettent en place pour les patients, doivent pouvoir justifier d'un niveau minimum d'adhérence thérapeutique du patient à son traitement, en particulier l'utilisation des machines PPC. Les machines PPC, c'est les machines sur lesquelles les masques que les patients utilisent la nuit sont branchés. Et ces machines sont des dispositifs, aujourd'hui, sont des dispositifs médicaux connectés qui permettent de capter 2 informations clés. La première, c'est le temps de connexion, d'utilisation du patient avec sa machine. Et la deuxième, c'est l'IAH, qui est l'indice du nombre d'événements d'apnée pendant une nuit, qui va être l'indicateur clé suivi dans le cadre de l'apnée, et qui est censé diminuer dans le temps si la prise en charge est correcte. Et en fait, certains prestataires de santé à domicile, pour optimiser la prise en charge de leurs patients, ont eu l'idée de créer, de concevoir un algorithme de prédiction de l'adhérence thérapeutique des patients à leur traitement, en prenant en compte l'âge, l'appétence au digital, la raison pour laquelle le patient décide d'engager un traitement, le comportement de ce patient dans les premiers jours du traitement. Ça permet de classer les patients selon plusieurs profils, 3 en l'occurrence dans l'exemple que j'ai en tête, et pour chaque profil, un parcours de soins adapté, personnalisé va être mis en place pour le profil, avec plus ou moins de visites physiques à domicile, plus ou moins d'interactions digitales, et une fréquence de ces interactions qui est adaptée en fonction de ce profil. Alors c'est pas très agréable d'être si prévisible, mais bon, malgré tout, ça augmente les chances, et donc ça, c'est bien. Nadège, vous l'avez vu, vous, dans un autre cadre, qui est celui, alors il va falloir nous expliquer un peu ce qu'est un CRT, mais c'est aussi important parce que là où la santé numérique fait la différence, c'est vraiment dans ce type d'environnement. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui. Alors le CRT, c'est le dernier né des dispositifs de coordination, donc CRT, Centre de ressources territoriales. Nous sommes pour l'instant le seul CRT du Tarn et nous avons ouvert dans une zone plutôt rurale. Pourquoi nous être positionnés dans cette zone? Parce que le dernier médecin va partir au mois de décembre de cette année, donc ce secteur va se retrouver donc sans médecin. Le CRT a 2 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est prévention à domicile, donc prévention de l'aidant, des personnes accompagnées ou des professionnels. Et le deuxième volet, c'est un accompagnement renforcé au domicile. Et donc, c'est dans ce cadre-là, de l'accompagnement renforcé au domicile, que nous avons décidé de nous appuyer sur une plateforme de télésurveillance médicalisée. Donc en fait, nous, on travaille avec des gens de plus de 65 ans qui ont des GIR déjà de la dépendance très avancée. Alors des GIR, pour ceux qui ne savent pas... La dépendance. Voilà, c'est un indice de dépendance.
Du coup, et c'est des gens qui n'ont peut-être pas d'appétence au numérique et qui sont âgés, et pour autant qui aujourd'hui ont trouvé un réel intérêt de l'utilisation de ces outils et de cette plateforme, parce que de la même manière, ils ont des outils médicaux connectés, donc tensiomètre, saturomètre, on a même un électrocardiogramme. Il y a une tablette à disposition du domicile, et en fait, quiconque dans le cercle de soins du patient, qu'il soit aidant professionnel ou familial, peut à tout moment contacter un médecin 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, 7 jours sur 7 pour demander une téléconsultation et du coup arriver à de l'adaptation de traitement, de la fluidification du parcours, parce que quand on a des patients en insuffisance respiratoire ou en insuffisance cardiaque, quand on arrive à l'hôpital avec déjà un électrocardiogramme, avec déjà des données probantes qui ont été récoltées sur les 3-4 derniers jours, ben forcément qu'on attend moins sur un chariot. On a aussi travaillé le parcours avec les centres hospitaliers du coin pour justement voilà, fluidifier et arriver directement dans un service avec un dossier complet et éviter l'attente. Donc voilà, donc c'était un outil qui était regardé un peu bizarrement en première intention et aujourd'hui qui a sa vraie plus-value auprès de tout le monde en fait, auprès des médecins, parce qu'il est hors de question de ne pas continuer à s'appuyer sur le médecin traitant. Mais un médecin traitant le dimanche, il n'y en a pas. Auprès des infirmiers libéraux qui ont accès aussi à toutes les données connectées, qui peuvent demander un conseil voilà, quand le médecin n'est pas là. Et aussi, surtout, pour les familles ou le patient lui-même. Donc voilà, pour nous, ça a été vraiment une vraie plus-value, une simplification et une fluidification du parcours sur un territoire ultra-rural. On le voit finalement, hein, tout ce dont vous parlez, c'est quand même aussi du fait que et le patient, et les médecins, et les paramédicaux, et tout le monde participe à ça. Et alors, il y a un autre sujet qui était particulièrement important et particulièrement intéressant, c'est à quel point le numérique a pu changer les choses dans la prise en charge de la douleur, et dans la prise en charge de la douleur à domicile. Giovanna, ça avait été vraiment un changement important. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que la population meurt encore à 52% à l'hôpital, alors que 80% des Français, nous on a fait plusieurs sondages au Centre national, 80% des Français souhaitent mourir à leur domicile, qu'il s'agisse du domicile de la maison ou de l'EHPAD, s'ils sont dans un lieu de résidentiel de ce type. Et pour pouvoir permettre la prise en charge au domicile, il faut que le personnel, il faut que les professionnels de santé soient formés. Alors autant les oncologues dans les hôpitaux, il n'y a aucun problème, mais lorsque un médecin généraliste, un infirmier libéral, le personnel du domicile se trouve face à face de la prise en charge de la douleur, parce que c'est ça qui est le symptôme plus lourd à traiter dans des trajectoires de fin de vie. Il y a d'autres symptômes, mais le plus lourd, c'est vraiment la douleur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parfois, les professionnels se sentent perdus, ils sont isolés, ils n'ont pas suffisamment d'expérience parce qu'il n'y a pas suffisamment d'épidémiologie dans leur territoire. Et donc le risque est un départ aux urgences et un retour vers l'hôpital. Donc, ce qu'on voit dans le numérique, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent, d'une part, d'identifier la douleur, donc des échelles de la douleur qui permettent réellement de quantifier la douleur en fonction de la personne, parce que chacun de nous ressent la douleur différemment. Il y a des outils qui permettent d'aider à doser la morphine pour pouvoir assurer la continuité du traitement et pas d'avoir des pics de douleurs aiguës qui interviennent. Et puis, il y a des outils qui permettent, par exemple, à des infirmiers, je pense à l'appli Applidel, à des infirmiers libéraux d'être en coordination avec d'autres acteurs qui ont de l'expertise sur ce sujet et qui leur permettent d'ailleurs de traiter la personne et d'envoyer immédiatement les informations au centre où la personne est suivie ou au médecin généraliste. Vous voyez, tout ça permet de réintégrer une coordination
qui est très compliqué à faire, d'autant que généralement, quand les personnes sont traitées pour des maladies graves, par exemple des pathologies oncologiques, les professionnels de la ville sont un peu écartés. Ça, je parle sous le contrôle, mais généralement, quand on a un diagnostic d'une pathologie oncologique, on est pris en charge par le centre de lutte, par l'hôpital de référence, etc. Et les acteurs de la ville disparaissent. Donc, quid quand finalement on revient chez soi et que ces acteurs de la ville réémergent dans leur importance, voilà que le numérique est un très bon levier pour pouvoir remettre de l'expertise, de la compétence et surtout donc permettre cet accompagnement qui est nécessaire pour les personnes en trajectoire de fin de vie. Merci. Un des enjeux du numérique, c'était aussi de redonner du pouvoir au patient sur sa propre santé. Donc ça date d'il y a très longtemps, cette ambition. Hein. Mais voilà, le numérique, normalement, devait aider à ça. Alors, est-ce que c'est encore un rêve ou un vœu pieux? Est-ce que c'est une réalité? Caroline, vous avez vu quand même au niveau de la biologie médicale quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais en fait, quand on est stressé et qu'on attend un résultat, c'est pas du tout anecdotique. Oui, la biologie médicale, c'est un bon exemple pour illustrer ça. C'est vrai que la digitalisation a permis une amélioration significative en termes de précision et d'immédiateté de l'information patient, puisque peut-être vous le savez, mais la première cause d'insatisfaction de vous et moi auprès de nos laboratoires de ville, c'est le manque de visibilité sur la date à laquelle on va recevoir le compte-rendu d'examen. En général, on n'en sait rien, le laboratoire n'en sait rien, et on nous dit, vous verrez bien, vous recevrez un mail, et puis voilà. En fait, certains laboratoires de biologie en France se sont dit, c'est pas si difficile que ça de répondre à ce sujet-là, et ils ont décidé d'équiper de code barres leur kit de prélèvement, ce qui fait que tous les tubes de prélèvement vont pouvoir être scannés à chaque étape de leur traitement, depuis la réception en préanalytique jusqu'à l'émission du compte-rendu en post-analytique, et le patient, grâce à son portail digital, va pouvoir suivre tout au long de la vie de son prélèvement où en est le prélèvement et surtout avoir une projection sur la date à laquelle il va recevoir son compte-rendu d'examen. Comme pour les colis, quoi. Mais au moins, c'est venu aussi à la biologie médicale. Giovanna, il y a aussi des gros enjeux en fin de vie sur est-ce qu'on va avoir encore la capacité à savoir ce qu'on veut et à être entendu, à savoir ce qu'on veut, à le dire et à être entendu. Là, est-ce que le numérique est venu redonner du pouvoir aux patients? Absolument, absolument. Évidemment, à condition que nous tous adhérions à ce que le numérique nous propose. L'exemple est très simple. Chacun d'entre nous sait qu'à un moment, la vie se termine, on espère le plus tard possible, on espère dans des conditions les meilleures possibles. Mais il peut y avoir des situations, un accident pas prévu, une maladie dont la trajectoire se dégrade très rapidement, où on perd la capacité d'exprimer nos préférences. Est-ce que je veux être intubé? Est-ce que je veux pouvoir continuer à vivre malgré des soins très lourds, malgré des séquelles très importantes, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on laisse, si on perd la capacité de nous exprimer, on laisse ce choix à nos proches. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai vraiment pas envie que mes enfants doivent se trouver à décider de ma suite de vie, des conséquences que leur décision va avoir sur mon état de santé et de mon état de vie. Donc, là, en France, comme dans d'autres pays, existe un dispositif qui s'appelle les directives anticipées, qui permet de statuer sur, discuter avec des professionnels, discuter avec ses proches, et puis statuer de ce qu'on veut ou on ne veut pas. Et ces directives anticipées sont opposables. Donc, les professionnels de santé doivent respecter les directives anticipées, même s'ils ne sont pas spécialement ce qu'ils auraient décidé pour eux-mêmes. Mais l'enjeu, c'est lequel? C'est qu'en général, ces directives anticipées, quand on les rédige, elles restent dans le tiroir de la cuisine, de la maison, du salon, où
on a envie peut-être de les donner au médecin, mais le médecin n'est pas forcément celui qui nous a traités pendant très longtemps, on ne le connaît pas. Et donc finalement, quand les professionnels de santé, parce qu'on est aux urgences, parce qu'on est en réanimation, ont besoin de ces directives anticipées, ben, elles sont invisibles. Donc là, depuis janvier 2022, il y a mon espace santé. Et mon espace santé, entre autres, tout le reste qui permet de faire, permet de stocker les directives anticipées et de les rendre disponibles à tout moment et à tous les professionnels qui ont besoin de les recevoir pour pouvoir respecter les choix du patient. Pour l'instant, c'est très peu alimenté, en directives anticipées, mon espace santé. Est-ce qu'ici, quelqu'un a déposé ces directives anticipées dans mon espace santé? Bravo, Anne. Ben voilà. Le pourcentage représente un peu ce qui est dans la France en général. Moi, ceux qui nous suivent en ligne, il y a 3 personnes qui ont levé la main. Voilà. Tout. Moi aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est un vrai choix démocratique et il faut s'en saisir. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est que c'est comme pour tout, hein, il ne suffit pas de mettre des outils à disposition, il faut accompagner les usages. Et donc là-dessus, il y a aussi, c'était intéressant, comment la réalité virtuelle va permettre justement d'aider le patient à prendre le pouvoir. Parce que ce n'est pas naturel de prendre le pouvoir quand on est un patient. On pense toujours que les médecins savent mieux que nous. Et donc, il y a vraiment un travail à faire pour que le patient ose. Tout à fait. Il y a des dispositifs de réalité virtuelle qui permettent aux patients d'augmenter leur connaissance et donc leur permettent de renforcer l'éducation thérapeutique. Il y a des dispositifs de réalité virtuelle qui permettent de subir avec un moindre impact des examens lourds et qui permettent un maintien au domicile, notamment avec une hospitalisation à domicile, mais un maintien au domicile beaucoup plus apaisé de ce qui serait sans ces outils. Donc là aussi, moi, encore il y a 5 ans, je n'aurais jamais dit la réalité virtuelle pour des situations de fin de vie. Et pourtant, voilà, je me trompais. Donc c'est vraiment une innovation qui est particulièrement passionnante. Merci Baptiste. Alors, que faites-vous pour donner le pouvoir aux patients, vous qui êtes le soignant? Nous, déjà, la difficulté quand on reçoit un patient en consultation, c'est être sûr que l'information qui a été délivrée pendant la demi-heure ou les 45 minutes de consultation ait bien été intégrée par le patient. Je pense qu'il y a autant de patients que de manières de délivrer l'information, mais que l'information délivrée par oral n'est pas forcément adaptée pour tous les patients qui peuvent être de plus dans une situation de sidération et pas dans une situation où ils vont pleinement intégrer l'information. Donc habituellement, ce qui est fait par les médecins, c'est qu'à l'issue de la consultation, on leur remet des fiches papier, des flyers d'information qui le plus souvent ne sont même pas lus. En cancérologie, il y a une obligation qui est tout à fait sensée, c'est celle de délivrer ce qu'on appelle un projet personnel de soins, mais qui là aussi se fait sous format papier. Et donc nous, en interne, on a pris le parti de développer une solution numérique qu'on appelle un parcours de santé numérique pour les patients, en l'occurrence pour l'instant pour les patientes atteintes de cancer du sein. Cette solution a été développée via une plateforme no-code qui nous permet vraiment une flexibilité importante et d'adapter la solution en fonction des retours à la fois de notre personnel et des patients. Et le but, en fait, c'est de fournir aux patientes, un peu comme sur un format e-learning, une information qui va être bien évidemment élaboré par le médecin et les paramédicaux sous un format vidéo, sous un format texte, mais qui va être délivré de manière séquentielle en fonction de l'avancée dans le parcours de soins. Elle va avoir accès à une information qui est vraiment ciblée en fonction des différents moments de sa prise en charge, plutôt que d'avoir l'information d'un bloc. Et ça, voilà, on espère vraiment que cette manière de délivrer l'information, en tout cas pour un certain nombre de patientes, va leur permettre vraiment d'être partie prenante dans leur prise en charge et aussi de renforcer le lien de confiance entre l'équipe soignante et la patiente. Donc, c'est en phase de test et j'espère que l'année prochaine, on pourra vous en dire plus sur le succès de cette solution.
Oui, ce sera intéressant effectivement d'y revenir et de voir voilà, quelle est la capacité finalement des patients hein, à s'emparer de ces possibilités. Vous disiez malgré tout, d'après l'expérience, pas uniquement sur cette innovation, mais aussi sur d'autres, que les freins ne sont pas tellement du côté des patients. Alors souvent, effectivement, les freins peuvent être aussi côté personnel. On a historiquement, donc on a un gros centre de radiothérapie à Toulouse, un gros centre de radiothérapie à Montauban. Et comme dans beaucoup de centres médicaux ou dans n'importe quelle entreprise, on fait des questionnaires de satisfaction, en l'occurrence pour nos patients. Donc à Toulouse, on s'était simplifié la tâche puisqu'il n'y avait pas de questionnaire de satisfaction. Et à Montauban, il y avait des questionnaires de satisfaction sous format papier. Ces questionnaires de satisfaction sous format papier étaient remplis par un nombre tout à fait conséquent de patients, mais interprétés quand les qualiticiens avaient le temps, c'est-à-dire souvent plusieurs mois après le moment où les questionnaires avaient été complétés par les patients. Et donc là, on a mis en place aussi des questionnaires sous format numérique. Et là, vraiment, on a eu une levée de bouclier du personnel qui nous a dit « mais attendez, qu'est-ce que vous faites ? On a une majorité de patientes qui ont 70, 80, des fois 90 ans, qui ne vont pas remplir ces questionnaires. » Faux. La majorité des patients vont se faire aider par les aidants pour remplir ces questionnaires. Et pour nous, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que nous, notre équipe qualité, elle a la possibilité d'interpréter en temps réel ces informations et d'être proactif sur l'information qui remonte. Donc si vous avez un écueil de 2, 3, 4 patients qui nous disent voilà, il y a ce problème dans le service, en temps réel quasiment, on va pouvoir être proactif et corriger ça, ce qui n'était pas le cas préalablement avec les questionnaires papier. Et on voit qu'on n'est pas sur de la haute technologie. Hein. Là, il n'y a quand même rien de révolutionnaire au niveau technologique, mais il y a des vraies avancées. Nadège, vous qui êtes donc sur un territoire plus rural, alors on ne va pas faire de distinction entre les urbains et les ruraux non plus trop, mais malgré tout, quelle a été l'adoption des professionnels face à ces nouveaux outils? Alors, très difficile au départ, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on voit arriver une tablette, des outils connectés, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et on a toujours peur aussi d'être remplacé et de plus avoir la même interaction avec le patient. Et, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte, donc nous, on a 1 an de l'ouverture de notre centre de ressources. À 6 mois, on a décidé de faire l'inauguration du centre de ressources à 6 mois. Alors au début, on s'est dit, mais pourquoi on fait ça? Et en fait, non, c'était hyper intéressant parce qu'on a eu la chance d'avoir du coup le témoignage notamment d'infirmiers libéraux du territoire qui ont clairement dit sur cette inauguration, en fait, oui, on vous a regardé un peu du coin de l'œil quand vous êtes arrivé avec votre solution. Mais aujourd'hui, et si demain, en fait, cette solution n'existe plus, comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une vraie plus-value. Voilà, il y a le suivi que je disais tout à l'heure, la possibilité de contacter un médecin 24/7, voilà, un vrai, mais autant pour les professionnels vraiment que pour les aidants. Sur les dernières impacts qu'on a étudiés, il y a beaucoup d'appels d'aidants le soir après 22 heures ou les week-ends à la plateforme. C'est bien souvent pour de la réassurance, mais du coup, ça a un vrai impact aussi pour les aidants qui sont au quotidien et qui sont aujourd'hui un maillon essentiel du maintien à domicile, en fait. Pour les professionnels, si on reste vraiment sur eux, la plus-value, la première plus-value qui ressort, c'est au niveau des bilans, c'est ça, de la... En fait, il y a des bilans qui sont faits et des bilans qui sont communs à tout le monde et qui permettent en fait de faire une évaluation régulière avec des bilans normés et toujours les mêmes bilans, ce qui permet en fait de suivre l'évolution de l'état de santé du patient et d'avoir du comparatif généré par l'outil informatique. En fait. On va vraiment être sur la qualité de l'information. Hein. Dès qu'on parle médical, on parle aussi de l'enjeu majeur qui est celui du temps médical. Baptiste, est-ce que vous arrivez à gagner du temps médical? Oui, là, les outils numériques nous font gagner un temps monstrueux. Enfin,
Si on regarde un peu dans le rétroviseur, moi je me suis installé en 2017. En 2017, quand je recevais un patient en consultation, j'ai bien préparé mes consultations avant de voir le patient. Je devais descendre au secrétariat où il y avait 4-5 secrétaires qui étaient avec leurs oreillettes en train de taper des courriers. Moi, je récupérais un parapheur papier, je remontais dans mon bureau pour préparer la consultation. Monsieur Curcio est arrivé, nous a proposé une solution qui est un parapheur numérique, donc, qui nous fait gagner du temps, puisqu'on a pu numériser tous ces documents. En amont, donc là, de mon bureau, j'ai pu préparer mes consultations bien plus facilement. Il y a 5 ou 6 ans sont apparus les premiers logiciels de reconnaissance vocale s'appuyant sur des technologies paria qui ont vraiment été un game changer dans la dictée vocale. Et là, aujourd'hui, la frappe par les secrétaires de courriers médicaux, ça n'existe plus. Elles vont éventuellement faire de la correction de courrier, de la mise en page de courrier, mais elles ne font plus de frappe, ce qui était l'essentiel de leur travail précédemment. Et la plus-value d'une secrétaire, c'est d'accompagner les patients au quotidien, c'est pas de frapper des courriers. Sur la prise de rendez-vous, là aussi, là, vous en avez tous fait l'expérience avec des solutions comme Doctolib qui changent vraiment la vie. Côté médical, ça nous permet aussi, nous, d'optimiser nos plannings en étant sûr que les plages laissées vacantes puissent être facilement remplies. Donc il y a vraiment tout un tas de petits outils qui ont révolutionné notre pratique en même pas 10 ans. Merci. Il y a aussi la collaboration, la coordination. On le voit depuis le début, en fait, parce que voilà, c'est présent dans tous les sujets. Caroline, vous avez un autre domaine d'application, en fait, qui est l'ANAPAT, où là, vraiment, il y a une qualité de collaboration qui est développée par le numérique. Oui, l'ANAPAT a été assez transformée aussi par la digitalisation, puisque donc l'ANAPAT, c'est la cytologie et l'histopathologie, c'est le prélèvement et le traitement de cellules ou de tissus. Et en fait, désormais, en ANAPAT, on a ce qu'on appelle des lames virtuelles, c'est-à-dire que le prélèvement est intégralement reconstitué de manière digitale. Ces lames virtuelles, elles sont particulièrement utiles et efficaces. Je peux prendre deux cas d'exemple. Le premier, c'est le cas où le médecin histopathologiste se retrouve face à une lame qui est complexe, pour laquelle il ressent le besoin d'avoir un deuxième avis, donc il va solliciter l'avis d'un de ses confrères. Souvent, les personnes qui sont sollicitées pour une deuxième opinion sont parmi les plus experts dans leur domaine. Donc en fait, il y en a quelques-uns en France et ils ne sont pas forcément à côté. Et donc avant, ce qui se faisait, c'était qu'on envoyait physiquement la lame par courrier à ce deuxième professionnel. Aujourd'hui, la lame virtuelle est simplement envoyée par messagerie sécurisée, donc c'est un gain de temps majeur. Et un autre exemple, c'est dans le cas d'un examen extemporané, donc c'est quand le chirurgien effectue un prélèvement en préopératoire et il a besoin d'un premier niveau de résultat sur son prélèvement avant de poursuivre l'opération. Donc ça veut dire que c'est tout de suite. Et la plupart du temps, il n'y a pas à l'hôpital sur site un médecin histopathologiste qui est disponible et donc il faut faire venir un médecin qui se déplace à l'hôpital pour faire cet examen. Et là, à nouveau, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on procède. On envoie la lame virtuelle par messagerie sécurisée et c'est beaucoup plus efficace. Alors, vous l'avez dit, on l'envoie par messagerie sécurisée. Donc ça, c'est un des outils. Il y en a d'autres. Et donc, si on attaque un peu le versant nord du numérique, il y a quand même un problème majeur qui est celui d'outils efficaces, mais très, très nombreux. Nadège, vous parliez de potentiellement 5 retranscriptions d'infos. Alors certes, ça va plus vite, on met moins de temps à les taper, mais quand même, s'il faut les répercuter 5 fois, c'est long. C'est ça, CTRL-C, CTRL-V. Mais effectivement, il y a pas ou peu d'interopérabilité aujourd'hui entre les outils. Et c'est, on va dire, le point noir en fait, du numérique. Parce qu'en fait, moi, je manage des infirmières coordinatrices qui parfois, effectivement, doivent retranscrire sur 5 outils différents.
il y a l'outil métier, il y a l'outil de coordination qui en Occitanie est Spico, il y a Pandalab avec la plateforme avec qui on travaille. Enfin, voilà, donc il y a une tonne de logiciels voilà, qui aujourd'hui sont tous plus importants les uns que les autres, mais qui malheureusement ne sont pas interopérables. Donc c'est un vrai frein en fait d'appropriation des outils et dans le développement du numérique. Moi, ça fait longtemps que je pose une question aussi, c'est est-ce que mon espace santé et le DMP n'est pas vraisemblablement l'outil qui sera l'outil de coordination de demain, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc, peut-être pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dessus et c'est un outil qui est accessible à tous. Voilà. Donc, et on a la chance pourtant en Occitanie d'avoir un outil gratuit développé par l'ARS et le GRADE qui est Spico, mais qui aujourd'hui malheureusement n'est pas utilisé par tous. Donc nous aujourd'hui on fait beaucoup de l'entre-soi en fait sur Spico, mais en tout cas voilà, on essaye de faire la promotion de cet outil qui pour nous est quand même un outil important dans la coordination du parcours des personnes qu'on accompagne. C'est vrai que les outils, ils existent. Il y a des freins humains qui est que chacun veut son outil spécial pour lui parce que moi j'utilise le bleu, vous comprenez, donc cet outil-là, non j'exagère, mais voilà, il y a quand même des freins un peu humains, mais pas que. Caroline, vous dites vous que le frein, effectivement, il n'est pas, les outils existent, hein, le frein n'est pas technologique. L'interop pourrait technologiquement être mise en place. Alors pour vous, où est le frein ? Je suis complètement, je rejoins Nadège sur le côté fragmentation et multi-outils. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans les hôpitaux, c'est que les systèmes d'information sont encore actuellement très très fragmentés. Le suivi de l'information fluide, ça veut dire sans ressaisie manuelle de A à Z sur le parcours d'un patient, aujourd'hui ça n'existe pas, ou alors pas en France. C'est déjà très compliqué à l'échelle d'un hôpital, mais alors à l'échelle du parcours de soins, aujourd'hui on n'y est pas du tout. Mais c'est vrai que pour moi, le frein n'est pas, la limite n'est pas technologique parce que les outils, ils existent. La limite, elle est plus dans le modèle de financement. Le modèle de financement de ces quelques outils qui existent et qui seraient capables de faire cette interop au niveau de l'ensemble du parcours de soins, il n'a pas encore du tout été trouvé. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le déployer depuis la médecine de ville jusqu'à l'hôpital et au poste, à la sortie. Merci Baptiste, vous confirmez, même au sein d'une même structure, on a cette multiplicité Oui, on a une multiplicité d'outils et l'enjeu, comme l'a dit Nadège, c'est vraiment l'enjeu d'interopérabilité. Donc sur le versant patient, le DMP sera vraiment, je pense, quelque chose, et la solution d'avenir, mais il y a aussi voilà, toutes les fonctions support qui font partie intégrante de notre entreprise, qui ne sont pas directement reliées aux patients, qui doivent aussi bien fonctionner entre elles. Aujourd'hui, on a des écueils. Voilà, chacun veut avoir sa solution. Les solutions, on le voit aussi, évoluent de manière très rapide. Il y a plein d'innovations qui nous sont déversées chaque année. Donc le but, voilà, c'est l'interopérabilité des outils aussi qu'on puisse changer de plus en plus facilement parce qu'on ne doit pas s'engager avec un outil sur des périodes prolongées. Et là, je pense qu'il faut développer des normes qui soient communes à tous les outils et c'est en phase d'être fait. Après, voilà, dans quelle mesure on aura les moyens humains pour arriver à interconnecter ces outils, c'est pas parce que c'est faisable que c'est fait en pratique et c'est là où il y a encore un vrai écueil dans nos structures de soins. Peut-être aussi un accompagnement des professionnels à avoir sur les enjeux de sobriété et d'interopérabilité et que le mieux n'est pas toujours le mieux. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a aussi encore beaucoup d'usages d'outils non sécurisés, ce qui pose des problèmes. Alors on l'aborde, il y a vraiment tous ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle et ça, on ne le sait pas. Donc voilà, ChatGPT est nourri d'informations confidentielles, mais pas que. Il y a aussi encore beaucoup d'usages de messagerie non sécurisées, enfin qui sont dites sécurisées, mais qui ne sont pas sécurisées pour les enjeux de santé.
Donc ça, Giovanna, vous avez travaillé aussi avant pour la direction du numérique en santé. Vous avez vu cette problématique depuis évoluer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire effectivement le pari de faire confiance à des outils qui sont portés par l'État. Ou qui sont en tous les cas labellisés par l'État. Je pense notamment à tout ce qui est sans refaire de la pub à Mon Espace Santé, mais Mon Espace Santé a un store. Et dans le store de Mon Espace Santé, il y a toute une série de dispositifs qui sont labellisés parce qu'ils répondent à un cahier de charge qui est très structuré et un cahier de charge dans lequel la question de la sécurité des données est bien prise en compte. Moi, j'ai un exemple que je vais partager avec vous dans la préparation de cette table ronde. C'est quand on m'a présenté une appli, elle sécurisée, mais une appli à destination des proches d'enfants avec une trajectoire complexe, et notamment en fin de vie. Et ce qui m'avait effectivement interrogé beaucoup, c'était de dire, en fait, ce que souvent on ne voit pas, c'est l'usage. C'est-à-dire quels sont les besoins que les personnes se trouvent à devoir, auxquels elles se trouvent à devoir faire face quand ils rentrent dans un parcours de santé, de soins, dans une maladie. On sait très bien que personne n'a envie de rentrer dans un voyage de la maladie. On y rentre parce que ça nous arrive, c'est une tuile qui nous arrive sur la tête, à nous ou à notre proche. On n'a pas forcément les outils, la boussole. Et puis on cherche, on se débrouille avec ce qu'on a, avec nos usages. Et donc le cas de cette appli était une réponse à toute une série de démarches qui se font via WhatsApp, où les proches d'enfants, les proches de malades utilisent WhatsApp pour se passer les documents, les comptes rendus, pour s'organiser, pour mieux accompagner, qui amène l'enfant ou l'adulte en consultation, qui est disponible à ce moment-là pour recevoir le dispositif médical qui doit être livré. Et en fait, tout ça, dans une messagerie qui est hyper puissante, parce que je pense que tout le monde utilise WhatsApp, mais qui est loin d'être sécurisée, loin de nous permettre d'être souverains de nos données. Donc là, cette application qui m'a été présentée s'appelle Temalou, elle est vraiment très chouette, et elle a repris tous les usages de WhatsApp sur une appli souveraine, et donc permettant d'avoir des échanges HDS, etc., etc. Mais combien de personnes, combien de patients et combien aussi de professionnels oublient cet aspect qui est vraiment un aspect déterminant de la sécurité de chacun d'entre nous et pour pouvoir répondre à un besoin qui n'a pas été pris en compte. Donc il y a la question de la sécurité, il y a la question, mais vraiment à partir de la réponse aux usages. Donc l'actualisation des usages, identifier les usages, ça c'est primordial. Baptiste, je vous voyais faire la grimace sur cet exemple. C'est vraiment un très bon exemple. Si on prend, d'un point de vue médical, les solutions de téléexpertise, vous allez avoir autant de solutions qui ne vont pas fonctionner entre elles. Donc vous ne pouvez pas avoir une adhésion des professionnels de santé tant qu'il n'y a pas des normes communes et que le médecin qui utilise la solution de téléexpertise A ne peut pas faire appel à un médecin qui utilise la solution de téléexpertise B. Et ça, c'est un frein, c'est vraiment un frein majeur et c'est exactement la même problématique pour les outils de type WhatsApp médicaux. Vous avez Doctolib qui va fournir un outil de chat entre médecins et patients qui ne va pas être compatible avec d'autres solutions. Et là, vraiment, c'est le rôle de l'État d'imposer des normes pour que ces logiciels puissent fonctionner ensemble. Il y a aussi, c'est peu connu, mais il y a aussi la messagerie sécurisée dans Mon Espace Santé pour que les médecins puissent échanger avec les patients, mais l'inverse n'est pas vrai. Le patient ne peut pas échanger avec... il faut que l'initiative de l'échange vienne du médecin.
Il y a les usages et il y a aussi la question de la finalité. Caroline, vous ayez insisté là-dessus en disant que c'est très très important, quel que soit, même si l'utilité et l'usage est très clair, qu'il y a aussi de la transparence sur la finalité. Oui, on discutait en préparation de la table ronde de quels sont finalement les freins et les leviers pour que ces transformations digitales réussissent. Et je crois que le premier levier, c'est la transparence dans l'intention de la transformation. C'est-à-dire que dans ces transformations digitales, évidemment, il y en a toute une partie qui sont pensées, dont l'essence est l'amélioration de la prise en charge du patient, l'amélioration de sa qualité de vie. Il y en a d'autres qui vont viser à recentrer les professionnels de santé le plus possible sur des tâches à haute valeur ajoutée et leur supprimer toutes les tâches moins intéressantes. Voilà. Mais il y a aussi des transformations digitales qui vont viser à faire plus avec autant de personnes ou à faire autant avec moins de personnes. Et c'est pas la même chose, les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte de la différence, autant leur dire la vérité, ils ont le droit de le savoir, et je crois que c'est le meilleur moyen d'obtenir leur adhésion. Merci. Alors, vous l'aurez compris, on a pas mal discuté lors de la préparation de cette table ronde. Et un des mots-clés qui est sorti, c'est aussi la force de la donnée. Et là-dessus, en fait, parfois, on ne connaît pas la finalité. Parce que parfois, c'est finalement, on va la découvrir. Giovanna, c'est vous qui insistiez là-dessus, en fait, sur vraiment comment le traitement de la donnée sans objectif défini, autre que le traitement de la donnée, peut permettre de revenir sur des a priori, sur des clichés et de changer profondément les choses. En effet, là, on revient, encore une fois, mon prisme est un prisme assez décalé par rapport au parcours de soins ordinaires, parce que c'est ce prisme de la fin de vie où, en général, on pense que les soins sont un peu moins performants, parce qu'évidemment, voilà, il n'y a plus d'un jeu de guérison ou de stabilisation, où finalement, la qualité de vie, elle est intrinsèque au fait que le patient est suivi, il est accompagné, et donc forcément, les soins qui lui sont proposés sont les soins meilleurs qu'on pourrait lui donner. Et dans ce domaine-là, de la fin de vie, il y a une traçabilité des actes, une lisibilité des données concernant les soins qui est encore très, 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 très modeste et qui ne permet pas de faire une vraie évaluation de quel est le parcours optimal pour le patient. Alors, moi, ça m'est arrivé, mais c'est vraiment des anecdotes, mais ça m'est arrivé de discuter avec certains professionnels d'un dispositif clinique qui est aussi un droit des patients, qui est l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, c'est une sédation palliative qui permet, dans des conditions spécifiques, de endormir, entre guillemets, le patient pour qu'il puisse ne plus souffrir jusqu'à son décès. C'est un droit depuis 2016, depuis la loi Claes-Leonetti. Mais en fait, en France, on n'a pas de données qui nous permettent de savoir combien de sédations sont faites, comment elles sont faites, profondes et continues, qui les fait, dans quel contexte, domicile, hôpital, etc. etc. Et quand j'ai discuté de ça avec certaines professionnelles, ils me disaient, mais en fait, pourquoi on a besoin de ces données ? Nous, on fait notre métier, on le fait très bien. Pourquoi on doit rendre compte de ce qu'on fait ? Vous voyez, c'est vraiment particulier. Mais la donnée, c'est de la valeur, mais c'est de la lisibilité, c'est de la transparence et finalement, c'est de la démocratie aussi. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, l'un de vous, à ça? Non, c'est bon. On va garder un peu de temps pour des questions éventuelles dans la salle. Donc, ce que je vous propose, on n'a pas tout abordé, mais je vous propose peut-être d'avoir, avant les questions, peut-être d'avoir un petit mot de conclusion sur, au regard de cette thématique globale, des parcours complexes et du numérique. Qu'est-ce qui vous paraît vraiment le message principal à transmettre? Nadège. Alors, je pense que le message principal, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même une vraie plus-value à tous les niveaux.
pour la personne accompagnée, pour les professionnels, les aidants professionnels ou les aidants familiaux. Et qu'il faut que ça continue, qu'on continue à travailler et à faire évoluer dans ce sens. Maintenant, il faut accélérer un peu sur l'interopérabilité parce que sinon, on va épuiser tout le monde. Donc voilà, il faut absolument qu'on arrive à trouver les grandes lignes de qu'est-ce qu'on utilise, comment, quand, pourquoi, etc. etc. Et va se poser la question du coût quand même à un moment donné. Parce que moi, par exemple, sur le centre de ressources aujourd'hui, ce qu'on propose est entièrement financé par le centre de ressources territoriales. Voilà, on ne sait pas trop ce que seront les budgets de demain. Donc en fait, est-ce que nous aurons encore la capacité de financer ce type d'outils? Est-ce que peut-être, voilà, on peut avoir des aides, des caisses de sécurité sociale, des mutuelles, sur des outils comme ça, voilà, point d'interrogation. Appel à volontaires. Merci Nadège. Caroline? Oui, pour conclure, je pense que je te rejoins Nadège sur la partie interop, pas au sens où les outils n'existent pas, comme je l'ai dit, mais plutôt au sens où aujourd'hui, pour passer, je pense, la marche d'après, et on l'a entendu plusieurs fois dans la journée déjà, il faut que l'État prenne sa place et joue son rôle dans le fait d'un moment choisir une technologie. Il y en a plusieurs sur tous les secteurs, les domaines fonctionnels sur lesquels l'outillage peut aider. Il y a plein d'offres. Donc à un moment, il faut choisir, il faut en prendre un, il faut pousser son déploiement, en tout cas c'est ma conviction. Il faut, je te rejoins aussi, trouver le modèle de financement qui va bien et qui va permettre à tout le monde d'adhérer à cet outil et pas juste poser un outil là et dire bah, débrouillez-vous, l'outil est là. Et la dernière chose qu'on n'a pas abordée et qui me paraît totalement clé, qui dépasse le secteur de la santé, c'est la conduite du changement. Elle est clé, nous on ne travaille pas que dans la santé, donc on connaît beaucoup d'autres secteurs, elle est clé dans n'importe quelle transformation et elle devrait être encore plus forte dans la santé parce que, je crois Baptiste est d'accord avec moi sur ce point, mais c'est un secteur dans lequel les professionnels évoluent dans un cadre de contraintes qui est extrêmement fort, avec un équilibre très précaire au quotidien, qui est beaucoup basé sur l'engagement des uns et des autres pour combler aux difficultés. Donc, vous venez changer une toute petite chose là-dedans, et potentiellement, c'est le chaos absolu. Et donc, le besoin de conduite du changement dans ce secteur, il est énorme. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de budget, voire pas de budget du tout, pour faire l'accompagnement au changement de cette transformation digitale. C'est le cas du secteur sanitaire et c'est aussi beaucoup le cas du médico-social et du social qui sont dans ces contraintes-là. Merci Baptiste. Je vais juste rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, la conduite au changement va devenir indispensable. On a une population qui est vieillissante. On va avoir des contraintes budgétaires qui, malheureusement, j'ai l'impression, vont être de plus en plus importantes. Donc, il va falloir sensibiliser les équipes au fait que ces outils numériques, justement, vont pouvoir nous permettre de faire plus avec moins de personnel, moins de moyens financiers. Il va falloir accompagner les équipes en leur disant que ces outils vont leur permettre eux aussi de se recentrer vers des tâches où ils apportent une plus forte plus-value, parce qu'on va devoir continuer à soigner la population de mieux en mieux. Et très clairement, enfin, l'exemple de l'outil de dépistage des maladies dermatologiques lors du pitch est vraiment, je pense, assez passionnant. L'internat aujourd'hui, il y a 100 places de dermatologues pour la France sur l'année. Vous voyez, avec le nombre de dermatologues qui manquent, 100 places dans la France, c'est rien du tout. Donc si on n'a pas l'émergence d'outils de dépistage automatisés par l'IA sur lesquels vont pouvoir s'appuyer notamment les médecins généralistes, mais malheureusement la population n'aura plus accès au dépistage dermatologique. Donc voilà, même si ça va devenir de plus en plus difficile avec de plus en plus de malades et de moins en moins de moyens, je suis résolument optimiste sur le fait que ces outils puissent nous aider à continuer à bien soigner la population. Merci. Avec l'enjeu aussi, parce que justement, ils répondent à un besoin criant et donc ces outils, ils peuvent être utilisés même si ils ne sont pas dans le cadre, ils ne répondent pas aux conformités, aux enjeux de conformité, etc. Donc ça, c'est aussi un enjeu important. Giovanna. Moi, je termine avec effectivement le constat du mur qu'on a devant, le mur de l'épidémiologie et de la démographie. On est dans une société qui est de plus en plus âgée, une société qui est de plus en plus malade avec des maladies chroniques qui sont de plus en plus longues mais complexes. Et dans tout ça,
je reviens au mot de ce matin de Dominique, on est à la quête d'une médecine qu'on voudrait être de plus en plus humaniste. Et pour que ça soit une médecine humaniste, pour moi, il faut que le numérique puisse répondre à certains critères. Le premier, il sert à identifier les besoins et à leur répondre. Il sert à respecter les préférences des personnes. Il sert à rendre les ressources accessibles et il sert aussi à permettre aux professionnels d'être présents autour du malade et ses proches. Merci. Alors ils ont été passionnants et ils ont abordé beaucoup de questions, mais il y a peut-être encore une question parmi vous. C'est l'occasion, c'est maintenant. Allez. Je voulais simplement rebondir sur... Est-ce que vous pouvez vous présenter, juste ça aidera. Oui. Et moi je suis Grégory Bonnet, et en tant que personne qui a eu des problèmes de santé, maladies chroniques récemment, j'ai vu de ma propre expérience ces fameux usages cachés qu'on peut avoir, comme par exemple l'exemple de WhatsApp. Et donc je me suis vu beaucoup avec ChatGPT, lui confier tout mon parcours, et à un moment donné, à arriver à des qualités de réponse qu'aucun professionnel de l'accompagnement, tout simplement parce que il m'a écouté pendant des heures, et que même si je l'ai fait de manière très intuitive et spontanée, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et donc du coup, ce que je ressens, donc du coup pour parler en tant que patient, la résistance qu'il peut y avoir chez les professionnels de l'accompagnement, de la santé, est-ce qu'il peut y avoir cette ouverture pour, et comment cela est aussi accompagné? Parce que ce que j'ai beaucoup entendu, c'est de la réflexion, comment nous, dans notre milieu, avec notre spécialité, on peut utiliser le numérique, l'IA, mais est-ce que ça va jusqu'à le questionnement de quel est l'usage aujourd'hui des patients qui ont envie de reprendre le pouvoir? Parce que bien souvent, dans ces moments-là, c'est juste une grande perte de pouvoir dans sa propre vie. C'est une question tellement intéressante que je pense qu'on en fera un sujet dédié pour la mêlée l'an prochain, pour une des tables rondes, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est très large. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre comme ça rapidement. On va quand même essayer, parce que ça le mérite. Merci beaucoup pour cette question. C'est une problématique qui va se poser à nous de plus en plus fréquemment, et je pense c'est une... ChatGTP, outre les effets d'hallucination, parce qu'encore aujourd'hui, le médecin a la capacité de poser les bonnes questions à ChatGTP et d'analyser les réponses, que vous n'avez pas encore. Mais ça, je pense que c'est une question de moi, et très probablement les effets de bord hallucinatoires de ces solutions, ce ne sera plus un problème dans quelques instants. Donc les médecins vont avoir en face d'eux des gens de plus en plus informés, de plus en plus acteurs, et c'est une très bonne chose. Moi-même, ChatGTP, je m'en sers de manière quotidienne, pluriquotidienne. C'est un outil qui est formidable. Comme je le disais, j'aime bien la communication asynchrone avec mes patients. Je me sers de ChatGTP pour répondre par mail à mes patients, sans mettre évidemment le nom, le prénom, mais ça me permet de gagner un temps fou. Et il y a, pour le coup, une satisfaction des patients qui est importante, puisque je réponds une réponse de qualité que je n'aurais pas été en mesure de faire tant qu'il n'y avait pas ces outils. Après, voilà, les médecins vont potentiellement être mis en difficulté par des patients. Alors après, voilà, je pense que ça sera peut-être plus vrai pour les médecins généralistes que pour les spécialistes, où moi, vraiment, voilà, toute la journée, je prends en charge des patientes suivies pour un cancer du sein. Donc on est vraiment dans une niche. L'information, je la connais, mais sur des généralistes qui sont amenés à prendre en charge toutes les pathologies, clairement, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Raison pour laquelle ils ont tout intérêt à s'approprier ces outils et à s'appuyer sur ces outils. Et en même temps, vous n'aurez jamais des heures et des heures à passer avec un patient parce que vous avez beaucoup trop de patients et que c'est la réalité. Donc effectivement, à voir comment dans ce cadre-là, tout le monde peut jouer son rôle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On doit finir, mais allons-y. C'est bon, je peux prendre 5 minutes pour les questions? Oui, ok. Oui. Bonjour, je me présente Dominique Curcio, je suis éditeur de solutions médicales.
donc utilisé par le docteur Pinel. Mais à part ça, moi j'avais une petite question qui était sur la gestion de la donnée. Êtes-vous pour qu'on ait un entrepôt de données national et ouvert aux IA qui pourraient justement s'en servir pour aider au quotidien tous les professionnels de santé? Qui veut répondre? Giovanna? Ça dépend à quelles conditions, dans quelles... Donc déjà, ce matin, ça a été évoqué, la question de la donnée pseudonymisée. Pour la recherche, c'est tout à fait possible parce que on sait parfaitement que le croisement de données peut permettre de réidentifier le patient, même si, si ça passe à travers ce procès de pseudo... Oh, j'arrive jamais à le dire. Voilà, ça c'est mon côté italien, désolé. Mais donc, le risque, effectivement, que des machines ou que des structures d'intelligence, par exemple artificielle, puissent permettre d'aller beaucoup plus loin de ce qu'on est capable de faire et d'arriver à identifier les personnes existe. Ça c'est le premier problème, la sécurisation de cette donnée. Et puis moi, j'aurais envie de redire, parce que ce matin, voilà, quelqu'un a parlé de la donnée qui appartient aux hôpitaux ou appartient à... Et moi, j'avais envie de dire, en fait, la donnée appartient à moi. Ma donnée appartient à moi. Donc, en premier, je pense que ce n'est pas un sujet qui peut être arbitré par ni les professionnels, ni les pouvoirs publics. Ça devrait être un sujet arbitré par les citoyens. Moi, je serais extrêmement favorable à l'organisation d'une grande convention citoyenne dans laquelle, évidemment, à condition que les citoyens soient formés, voilà, il y a tout un processus, pas juste interroger avec le micro type micro-trottoir, mais que les citoyens puissent s'emparer de ce sujet et exprimer, arbitrer en fonction des côtés positifs, des bénéfices et des risques qui peuvent être générés. Merci, il faut s'arrêter là parce que voilà, la table ronde s'achève. Je vous propose de les remercier et les applaudir puisque c'était vraiment très intéressant.